As-tu déjà roulé sur l'autoroute et soudainement tu te retrouves derrière un pick-up flambant neuf qui coûte plus cher que l'appartement de la plupart des gens? Tu vois exactement de quoi je parle. Le monstre rutilant avec du chrome partout, des sièges en cuir qui valent probablement plus que ton loyer mensuel et des mensualités qui feraient pleurer ton banquier. Et voici ce qui me turlupine vraiment. La personne au volant gagne probablement moins d'argent que toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment des gens tout à fait normaux arrivent-ils à assumer ces mensualités astronomiques qui semblent défier toutes les lois des mathématiques de base? Je m'appelle Marcel et je passe bien trop de temps à réfléchir à l'argent et aux raisons pour lesquelles les gens prennent les décisions financières qu'ils prennent. Si tu t'es déjà demandé comment ton voisin peut s'offrir ce SUV à 60 000 euros tout en râlant sur le prix des courses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si cette vidéo t'aide à élucider ce mystère des temps modernes. Avant de plonger dans les mécanismes qui permettent à ces gens de réussir cet exploit, laisse-moi te brosser un tableau de ce dont on parle réellement. Le montant mensuel moyen pour une voiture neuve en France a franchi un cap qui aurait été jugé absolument insensé il y a à peine 10 ans. On parle de mensualités qui dépassent ce que beaucoup de gens paient pour leur loyer. Pourtant, des millions d'Européens signent chaque mois sur la ligne pointillée et repartent du concessionnaire au volant de véhicules qui coûtent plus cher que le revenu annuel médian d'un foyer. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. La plupart de ces gens ne sont pas des millionnaires qui cachent leur fortune. Ce ne sont pas des héritiers ou des milliardaires de la crypto. Ce sont des professeurs, des infirmiers, des mécaniciens, des vendeurs, des employés de bureau. Des gens ordinaires avec des boulots ordinaires qui ont trouvé un moyen de faire fonctionner les chiffres. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. La vérité, c'est qu'il existe tout un système conçu pour rendre ces mensualités impossibles possibles. Et comprendre comment ce système fonctionne ne sert pas juste à satisfaire ta curiosité. Il s'agit de te protéger toi-même pour ne pas prendre une décision financière qui pourrait faire dérailler ton avenir pour les 7 à 10 prochaines années. Commençons par la question la plus évidente. De quel montant parle-t-on exactement? Parce que quand je donne les chiffres des mensualités moyennes, les gens pensent généralement que je les invente. La mensualité moyenne pour une voiture neuve en France a grimpé à plus de 550 euros par mois. 550 euros. Et ce n'est pas pour un véhicule de luxe ou une voiture de sport exotique. C'est la mensualité moyenne pour une voiture neuve classique achetée par une personne ordinaire. Mais ça empire quand on commence à regarder les SUV, qui sont devenus le choix de par défaut pour la plupart des acheteurs français et belges. Ces mensualités dépassent couramment les 700 euros. Et il n'est pas rare de voir des mensualités à plus de 900 euros. 900 euros chaque mois pendant 6, 7, voire 8 ans. On parle de mensualités qui totalisent plus de 65 000 euros sur la durée du crédit. Et ça, c'est avant même d'avoir ajouté l'assurance, l'entretien et le carburant. Maintenant, tu vas peut-être te dire « Marcel, peut-être que les gens gagnent tout simplement beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Peut-être que les salaires ont assez augmenté pour justifier ce genre de mensualité. » Et si c'est ce que tu te dis, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le revenu médian a augmenté, certes, mais loin, très loin d'être assez pour justifier ces montants de mensualité avec une gestion financière traditionnelle. Alors, comment font-ils? La réponse réside dans une combinaison de facteurs qui ont fondamentalement changé la façon dont les Européens abordent l'achat d'une voiture. Et aucun de ces facteurs n'est forcément une bonne nouvelle pour les personnes qui signent ces documents de crédit. D'abord, parlons de la durée des crédits. Tu te souviens qu'un crédit auto durait 3 ans, 4 ans maximum si on tirait un peu sur la corde? Cette époque est aussi morte que le Minitel. Aujourd'hui, les crédits auto s'étirent couramment sur 6, 7, voire 8 ans dans le futur. Certains organismes de crédit proposent même des crédits auto sur 10 ans, ce qui honnêtement ressemble à un film d'horreur financier. L'attrait est évident. Si tu étales le paiement de ce SUV à 45 000 euros sur 8 ans au lieu de 4, la mensualité chute considérablement. Soudain, ce véhicule qui aurait exigé une mensualité de 1 000 euros sur 4 ans devient abordable à 550 euros sur 8 ans. Le chiffre mensuel a l'air raisonnable, et c'est exactement sur ça que l'acheteur se concentre. Mais voici ce à quoi la plupart des gens ne pensent pas quand ils sont assis dans cette concession. En allongeant la durée du crédit, ils ne font pas que réduire la mensualité, ils augmentent considérablement le montant total qu'ils vont payer pour le véhicule. Ces 550 euros par mois pendant 8 ans représentent plus de 52 000 euros au total, comparé à environ 48 000 euros s'ils avaient pris un crédit sur 4 ans. C'est 4 000 euros de plus pour le privilège d'avoir une mensualité plus basse. Pire encore, ils vont rembourser ce véhicule bien après qu'il ne vaille plus qu'une fraction de son prix d'achat. Les voitures se déprécient rapidement, surtout les premières années. À la 5e ou 6e année de ce crédit de 8 ans, ils devront nettement plus d'argent que le véhicule ne vaut. Ils seront piégés dans ce qu'on appelle la situation de dette négative, incapables de vendre ou de reprendre le véhicule sans sortir un chèque pour couvrir la différence. Mais les durées de prêt allongées ne sont que le début de l'histoire. Le deuxième facteur majeur, ce sont les offres de financement à 0% et autres taux promotionnels.
Entre dans n'importe quelle concession et tu verras des publicités pour du 0% APR pour les acheteurs éligibles. Ça a l'air génial, non? De l'argent gratuit pour acheter ce nouveau SUV. Voici le truc avec ces offres à 0% que les concessionnaires ne veulent surtout pas que tu comprennes. Ce n'est pas vraiment de l'argent gratuit. Le coût de ce financement est intégré dans le prix du véhicule. Soit tu payes le prix fort pour la voiture et tu as le financement à 0%, soit tu as une remise et tu paies un taux de marché, mais tu n'as pas les deux. Et surtout, ces offres à 0% sont généralement assorties à des conditions d'éligibilité très strictes et de durée de prêt plus courte. Les gens qui y sont éligibles sont généralement ceux qui pourraient de toute façon payer le véhicule comptant. Pour tous les autres, les taux d'intérêt sur ces prêts auto longue durée peuvent être conséquents, surtout si leur situation de crédit n'est pas parfaite. Ensuite, il y a le jeu de la remise qui est devenu crucial dans la façon dont les gens gèrent ces grosses mensualités. Voici comment ça fonctionne typiquement. Quelqu'un achète une nouvelle voiture avec un crédit sur 6 ou 7 ans. Au bout de 3 ou 4 ans, il se lasse ou veut quelque chose de plus récent. Mais il doit encore plus d'argent sur le prêt que la voiture ne vaut. Alors que fait-il? Il reporte cette dette négative dans un nouveau prêt pour un véhicule encore plus cher. Ça crée un cercle vicieux où les gens paient constamment pour des voitures qu'ils ne possèdent plus, tout en s'endettant simultanément pour de nouvelles. Leur solde de prêt ne cesse d'augmenter alors même qu'ils effectuent des paiements chaque mois. C'est comme une roue de hamster financière. Plus tu cours vite, plus tu prends de retard. Les concessionnaires adorent ce système parce qu'il crée des clients de vie. Une fois que quelqu'un est piégé dans ce cycle de dette négative, il devient un public captif pour l'achat de nouveaux véhicules. Il ne peut pas se permettre de sortir du cycle car cela nécessiterait de faire un chèque de plusieurs milliers d'euros pour solder son prêt actuel. Mais le phénomène le plus préoccupant est sans doute la banalisation de ces mensualités extrêmes. Des gens qui n'auraient jamais imaginé dépenser 700 € par mois pour quoi que ce soit d'autre arrivent à se convaincre que c'est raisonnable pour se déplacer. Réfléchis un instant. Si quelqu'un te disait qu'il dépense 700 € par mois en café, tu lui organiserais probablement une intervention. S'il disait claquer cette somme chaque mois en francs, tu penserais qu'il a un sérieux problème de dépendance au shopping. Mais bizarrement, quand il s'agit d'une mensualité de voiture, on se contente de hocher la tête et de dire « Bon, tu as besoin d'un véhicule fiable ». Cette banalisation n'est pas arrivée par hasard. C'est le résultat de décennies de marketing qui ont convaincu les Européens que leur véhicule est une extension de leur identité. Ta voiture n'est pas qu'un moyen de transport, c'est une déclaration sur qui tu es en tant que personne. Elle montre que tu as réussi, que tu es fiable, travailleur, et si tu ne conduis pas quelque chose d'impressionnant, eh bien, qu'est-ce que ça dit de toi? L'industrie automobile est devenue extrêmement sophistiquée pour exploiter ces déclencheurs psychologiques. On ne vend plus des voitures aujourd'hui. On vend des styles de vie, des rêves et un statut social. Cette pub qui montre un SUV franchissant des chemins de montagne ne te vend pas un moyen de transport. Elle te vend le fantasme que tu es le genre de personne qui va escalader des montagnes, même si le seul tout-terrain que tu pratiques, c'est de te garer sur l'herbe à la foire du village. Cette manipulation émotionnelle rend beaucoup plus facile pour les gens de justifier des mensualités qui autrement sembleraient complètement irrationnelles. Quand tu n'achètes pas juste une voiture, mais que tu adhères à une identité, soudainement, cette mensualité de 600 € te semble être un investissement sur toi-même plutôt qu'une erreur financière. Mais revenons aux aspects pratiques. Comment les gens font-ils concrètement pour intégrer ces mensualités dans leur budget mensuel? Parce que même avec des durées allongées et une justification émotionnelle, 550 à 800 € restent énormes pour la plupart des foyers. C'est là que les choses deviennent vraiment créatives. Et par créatif, j'entends potentiellement désastreux pour la santé financière à long terme. Beaucoup de gens restructurent essentiellement toute leur vie financière autour de leur mensualité automobile. Ils la traitent comme un paiement de loyer et ajustent tout le reste en conséquence. J'ai vu des gens emménager dans des appartements plus petits ou rester plus longtemps que prévu en colocation, juste pour pouvoir assumer la mensualité de leur SUV de rêve. Ils vont manger des pâtes tous les midis au boulot tout en conduisant un véhicule qui coûte plus cher que la maison de certains. Ils vont sauter des vacances, éviter les restaurants et reporter d'autres achats importants, tout ça pour supporter une mensualité qui engloutit 25 à 30% de leurs revenus nets. Certains cumulent des emplois spécifiquement pour couvrir leurs dépenses automobiles. Ils font du covoiturage ou livrent des repas le week-end avec leur SUV onéreux, pour générer les revenus nécessaires au paiement de ce même SUV onéreux. C'est une forme bizarre de servitude automobile, où ta voiture devient à la fois ton maître et ton moyen de survie. D'autres piochent dans leur plan d'épargne retraite ou contractent des prêts sur leur assurance vie pour apporter un apport ou couvrir des frais de réparation. Ils empruntent à leur moi futur pour financer leur fantasme de transport présent.
Et comme la plupart des gens sont nuls pour calculer le coût réel d'un retrait anticipé sur leur épargne, ils ne réalisent pas qu'ils sacrifient potentiellement des centaines de milliers d'euros de richesse future pour une voiture qui ne vaudra quasiment rien dans 10 ans. Et puis, il y a la danse des cartes de crédit qui devient courante. Les gens mettent l'entretien, les réparations, l'assurance et le carburant sur leur carte de crédit pour libérer du liquide pour leur mensualité auto. Ils utilisent essentiellement des dettes à taux d'intérêt élevés pour subventionner leurs coûts de transport, ce qui revient à allumer une cigarette avec un lance-flamme. Techniquement, ça marche, mais ce n'est pas probablement la méthode la plus intelligente. Le phénomène le plus inquiétant que j'ai observé est celui des gens qui contractent des prêts personnels ou des crédits à la consommation pour couvrir l'apport ou la dette négative d'un véhicule précédent. Ils utilisent leur capacité d'emprunt pour acheter des voitures, ce qui montre une méconnaissance fondamentale de la fonction de ces deux types d'actifs. Ta capacité d'emprunt devrait servir à bâtir ta richesse, comme pour l'immobilier, pas pour financer ta passion pour les voitures. Quand tu commences à utiliser ton crédit conso pour alimenter ta dépendance automobile, tu as l'équation complètement à l'envers. Mais le plus frappant, c'est que beaucoup de ces personnes qui font ces sacrifices extrêmes pour leur voiture ne le font pas pour un seul véhicule, ils le font pour plusieurs. Le foyer français moyen possède désormais plus de voitures que de permis de conduire, ce qui est mathématiquement impressionnant et financièrement terrifiant. Il n'est pas rare de trouver des familles avec 2 ou 3 mensualités auto qui courent simultanément. Papa a son utilitaire pour le travail, maman a son SUV pour les enfants, et parfois il y a une 3e voiture pour l'adolescent ou pour les week-ends. Soudainement, on parle de mensualités combinées qui dépassent ce que la plupart des gens paient pour leur logement. Ces familles ont essentiellement créé leur propre société de financement automobile, alors qu'au lieu de gagner de l'argent, elles en perdent chaque mois. Elles gèrent plusieurs calendriers de dépréciation, plusieurs assurances, plusieurs durées de crédit. C'est comme gérer une petite entreprise, sauf que l'entreprise perd de l'argent chaque jour et que son inventaire perd de la valeur constamment. L'effet psychologique de la gestion de multiples mensualités auto est fascinant et dérangeant. Les gens deviennent experts dans l'art de jongler avec les dates d'échéance et les paiements minimums. Mais ils perdent de vue la situation globale. Ils vont célébrer le remboursement d'un crédit auto tout en contractant de nouveaux. Ils mesurent leur succès à leur capacité à garder toutes les assiettes en l'air plutôt que de se demander s'il est nécessaire de faire du jonglage. Et puis, il y a la composante assurance, que la plupart des gens sous-estiment complètement quand ils calculent ce qui est abordable. Assurer un SUV à 45 000 € coûte nettement plus cher qu'assurer une Bernise à 15 000 €. Ajoute l'assurance tout risque, la garantie du kilométrage et toutes les autres protections recommandées pour les véhicules coûteux et tu te retrouves avec des primes d'assurance qui peuvent facilement dépasser les 100 € par mois, voire beaucoup plus. Pour les familles avec multiples véhicules onéreux, le coût d'assurance peut approcher ou dépasser les 300 € mensuels. C'est 3 600 € par an juste pour le privilège de conduire légalement leurs actifs dépréciés sur les routes. Beaucoup de gens se concentrent tellement sur la négociation de la mensualité qu'ils oublient complètement de prendre en compte le coût permanent de l'assurance jusqu'à ce qu'ils soient chez l'assureur et reçoivent la douche froide. Les coûts d'entretien représentent une autre surprise qui en prend beaucoup au dépourvu. Les véhicules modernes, surtout les SUV, sont des machines incroyablement complexes avec des technologies avancées, des systèmes d'échappement sophistiqués et des composants haut de gamme. Quand quelque chose casse, et ça cassera, les factures de réparation peuvent être colossales. Un simple remplacement de frein sur un SUV moderne peut facilement coûter 600 à 900 €. Des problèmes de boîte de vitesse peuvent atteindre 4 000 € ou plus. Et si tu as la malchance d'avoir besoin de grosses réparations moteurs, tu risques de voir des factures dépasser les 8 000 €. Beaucoup de gens qui ont des mensualités extrêmes n'ont aucune épargne de précaution pour ces réparations inévitables, ce qui signifie qu'ils vont probablement finir par mettre ces frais d'entretien sur leur carte de crédit ou contracter de nouveaux prêts. Cela crée un cercle vicieux où la mensualité auto, qui était censée être gérable, devient le catalyseur d'une spirale d'endettement dont il faut des années pour s'extraire. On voit des gens avec des SUV flambant neufs à 60 000 € garés dans leur allée pendant qu'ils fouillent frénétiquement les coussins du canapé pour trouver de quoi mettre de l'essence. C'est comme avoir une montre de luxe au poignet et vivre de nouilles instantanées. Techniquement impressionnant, mais totalement à côté du sujet. Le seul coût du carburant pour ces véhicules massifs peut approcher ce que les gens payaient comme mensualité auto entière il y a à peine 10 ans. Quand tu conduis un SUV qui consomme 8 litres au 100 en conditions réelles et que le prix du carburant fluctue entre 1,80 et 2 € le litre, tu te retrouves avec des dépenses de carburant qui peuvent facilement dépasser les 200 € par mois pour quelqu'un qui a un trajet de domicile-travail normal. Ajoute un voyage ou un week-end de temps en temps et ce chiffre grimpe encore.
Mais c'est là que les maths deviennent vraiment intéressantes. Et par intéressant, je veux dire absolument terrifiant. D'un point de vue planification financière, prenons un scénario typique et analysons les vrais chiffres que la plupart des gens ne prennent jamais la peine de calculer. Imagine que quelqu'un achète un SUV à 45 000 € avec un prêt sur 7 ans à 4,5% d'intérêt. Sa mensualité s'élève à environ 625 €, ce qui semble gérable comparé aux 950 € de mensualité qu'il aurait eu avec un prêt plus court. Sur la durée du prêt, il paiera environ 52 500 € au total. Ajoute l'assurance à 120 € par mois et ça fait 10 000 € supplémentaires sur 7 ans. Inclut le carburant à 200 € mensuels et on ajoute encore 16 800 €. L'entretien et les réparations sur 7 ans vont facilement atteindre les 10 000 €, probablement plus. Quand tu additionnes le tout, cette personne dépensera plus de 89 000 € pour se déplacer sur 7 ans. Et au bout de ces 7 années, elle possédera un véhicule qui vaut peut-être 12 000 € si elle a de la chance. Elle a essentiellement payé 89 000 € pour le privilège de conduire une voiture de 12 000 €. Ce n'est pas du financement de transport, c'est de la destruction de richesses avec des porte-gobelets et des sièges chauffants. Le plus déprimant dans cette équation, c'est ce que ce même argent aurait pu accomplir s'il avait été investi. Si quelqu'un prenait ses 625 € mensuels et les investissait dans un simple ETF suivant un indice boursier avec un rendement annuel de 7%, il aurait plus de 68 000 € après 7 ans. Non seulement il aurait évité le fardeau financier du SUV, mais il aurait en fait accumulé de la richesse au lieu de la détruire. Mais voici le piège psychologique qui rend ce cycle si difficile à briser. Une fois que quelqu'un s'engage dans ces mensualités extrêmes, il développe ce que j'appelle le syndrome de Stockholm automobile. Il s'attache émotionnellement à son ravisseur financier. Le SUV n'est plus juste un moyen de transport, c'est le reflet de son identité, de son travail acharné, de sa réussite. L'idée de conduire quelque chose de plus cher ressemble à un aveu d'échec ou à l'acceptation d'un statut social inférieur. Cet attachement émotionnel rend presque impossible toute analyse financière rationnelle. Quand quelqu'un suggère qu'il pourrait économiser des centaines d'euros par mois en conduisant une voiture d'occasion fiable, il n'entend pas une stratégie financière pratique, il entend une attaque à sa valeur personnelle et à son droit de profiter des fruits de son travail. Il va défendre sa mensualité de SUV avec la même passion qu'il défend sa famille, même si cette mensualité l'empêche peut-être de subvenir aux besoins futurs de sa famille. L'industrie automobile comprend cette psychologie mieux que la plupart des gens ne se comprennent eux-mêmes. Elle a dépensé des milliards d'euros en recherche pour déterminer exactement comment déclencher ces réactions émotionnelles et les convertir en signatures de prêt. Entre dans n'importe quelle concession et tu noteras que l'on passe pas beaucoup de temps à parler du coût total de possession ou du coût d'opportunité du capital. Au lieu de ça, on se concentre sur les mensualités, la gratification immédiate et le statut social. Le processus de vente a été peaufiné pour surmonter toutes les objections rationnelles qu'un acheteur pourrait avoir. Tu t'inquiètes que la mensualité soit trop élevée? Allongeons la durée. Tu es préoccupé par la fiabilité? Voici une extension de garantie que tu peux financer. Tu es nerveux à propos de la dépréciation? T'inquiète, tu voudras probablement l'échanger pour un modèle plus récent dans quelques années de toute façon. Alors voilà. Le mystère de la façon dont les gens arrivent à assumer ces mensualités de voitures insensées n'est pas vraiment un mystère. C'est un système soigneusement orchestré de durée de prêt allongée, de manipulation émotionnelle et de gymnastique financière qui ferait pâlir d'envie un acrobate. Les gens n'assument pas vraiment ces mensualités dans un sens significatif. Ils ne font que repousser le problème financier plus loin sur la route, tout en se convainquant qu'ils méritent ce SUV rutilant. La prochaine fois que tu verras quelqu'un au volant d'un véhicule qui coûte plus cher que ta voiture, souviens-toi qu'il probablement mange des pâtes tous les soirs pour pouvoir se le payer. Et peut-être que cette petite voiture d'occasion fiable qui est garée dans ton allée ne fait pas si mauvaise figure que ça, finalement.